substances oxygénées vont être éliminées par la suite, par la phase 2, par la conjugaison. Mais dans certains cas, lorsque l'organisme est dépassé, on a des prototoxiques, des substances oxygénées qui vont exercer un effet toxique. On pourrait avoir une troisième situation, une troisième configuration qui est que le xénobiotique, qu'il soit réactif ou pas, il va se retrouver, il a la caractéristique d'être instable. Donc, c'est comme l'être humain, il va chercher la stabilité. Alors, pour chercher et trouver cette stabilité, il va faire appel à une molécule très courante dans notre organisme qui est l'eau. Donc, avec l'eau, il va interagir, il va produire des substances oxygénées. Quand on parle de substances réactives oxygénées, en évoquant donc dans ce cas le stress oxydatif responsable de cet effet toxique. Donc, pour résumer, vous avez généralement deux cas de figure. Soit la substance n'est pas réactive, elle ne va pas subir une réactivation, elle va être éliminée. C'est pour cela qu'au début de ce cours, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le xénobiotique peut être parfois toxique. Il n'est pas systématiquement toxique. Lorsqu'il n'est pas réactif, lorsqu'il est bien pris en charge, même s'il est réactif, il va être éliminé, on n'aura pas d'effet toxique. Par contre, lorsque l'organisme est dépassé, lorsqu'on est affaibli par une maladie, par le stress oxydatif, là, on peut avoir un effet toxique. Est-ce que c'est bon pour cette idée, cette notion de toxicité? S'il vous plaît, faites-le savoir dans la messagerie, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour la toxicité, les différentes voies que peut emprunter le toxique pour exercer un effet toxique? On continue. Voilà. Donc, c'est bon, j'ai fait le rappel de la phase 1, de la phase 2. Donc, une phase de fonctionnalisation ou bien une phase de toxification, c'est la phase 1, suivie de la phase 2, qui est la phase de détoxification, donc qui est là pour conjuguer les substances, pour les rendre plus hydrophiles et donc plus facilement éliminées dans les urines. Maintenant, nous allons aborder le vif du sujet. Nous allons parler des classes des xénobiotiques. Alors, il faut savoir que je vois une main levée. Donc, vous laissez, s'il vous plaît, vous écrivez dans la messagerie que je lirai après. Très bien. Alors, si on devait classer ces substances-là, on a une multitude de critères de classification. C'est selon ce qu'on veut, c'est selon ce dont on a besoin et selon dans quel domaine on est pour connaître ces classes de xénobiotiques. Pour vous, pour une première fois, je vais vous donner pratiquement l'ensemble des critères utilisés ou pouvant être adoptés pour classer ces substances ou ces xénobiotiques. Tout d'abord, dès qu'on parle de classe de xénobiotiques, s'il vous plaît, dès maintenant, vous prenez note parce qu'à la fin, j'ai prévu un exercice et je vais poser des questions au hasard parmi les participants. Alors, donc, parmi les critères de classification, vous avez la nature chimique de la substance. Vous avez l'origine de la substance, la source d'exposition de ce xénobiotique, mais aussi vous avez d'autres critères comme l'usage, en quoi je vais utiliser ce xénobiotique ou bien en quoi il est utilisé, les mécanismes d'action toxique de ce xénobiotique, l'organotoxicité, c'est-à-dire quelle est la cible de ces toxiques, et enfin, on peut aborder ou bien on peut adopter le traitement nécessaire pour traiter l'action toxique de ce xénobiotique pour classer ce xénobiotique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Au fur et à mesure que je vais avancer dans le cours, je vais aborder critère par critère et je vais vous donner à chaque fois les classes qui en découlent avec des exemples. Et à chaque fois que c'est possible, je vais évoquer un exemple avec une prise en charge d'une intoxication ou un exemple qui est responsable d'une toxicité. Voilà, donc commençons par la nature chimique.
Alors, dans la nature chimique, vous avez différentes sous-classes. J'en ai mis que 3, si vous voulez, sous-classes. Alors, ce n'est pas mélangé dans le tas, ce n'est pas en vrac. Ce que je veux dire, ça marche par binôme. Vous avez organique avec contre minéral, vous avez lipophile contre hydrophile, vous avez gazeux, non gazeux. Je pouvais aussi ajouter le caractère acido-basique, donc acide contre basique. Et ces binômes, si vous voulez, ces sous-classes peuvent être mélangées entre elles. C'est-à-dire, je peux parler d'un toxique organique, mais en même temps lipophile, d'un toxique organique, mais plutôt hydrophile, d'un toxique organique, mais plutôt gazeux. Est-ce que vous avez compris pour la nature chimique? OK. Toujours dans la nature chimique. Alors, on va commencer par la nature organique. Alors, pour vous rappeler, vous n'êtes pas chimiste, je vous fais rappeler que la nature organique, elle est identifiée par quoi? Par la composition en atomes de la substance. Alors, si la substance, elle comporte un atome de carbone, un atome d'hydrogène et d'oxygène, là, elle est étiquetée comme étant organique. Alors, généralement, lorsqu'on parle de substance organique, on parle de substance combustible, c'est-à-dire que voilà. Donc, au contraire, lorsqu'on parle de composés minéraux, ce sont des composés minéraux qui ne comportent pas de carbone. Alors, la définition aujourd'hui de matière organique, on a l'obligation d'avoir le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, et certains auteurs parlent même de l'azote pour définir une substance organique. Tout ce qui diffère, toute substance ne comportant pas ou ne renfermant pas ces atomes à la fois n'est pas considéré comme organique. S'il vous plaît, c'est très important. Dites-moi si c'est OK pour cette notion. Est-ce que c'est bon pour la différence entre organique et minéral? Très bien. Je vois des oui, c'est très bien. Parfait. Alors, je continue. Alors, pourquoi pour vous, comme médecin, c'est important de savoir? Parce que pour les médicaments, pour les substances organiques, la prise en charge, elle est différente. Elle est différente parce que dès qu'on dit organique, on dit une absorption généralement par voie orale, par ingestion. Alors, je cite les médicaments, les pesticides, les additifs alimentaires, ce sont les grandes familles. Ce sont les substances organiques qu'on rencontre quotidiennement et qui sont les plus citées comme source d'intoxication. Alors, pour la nature organique, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les toxines d'animaux venimeux et de toxines de plantes venimeuses. Les minéraux, on cite les métaux et les métalloïdes. Alors, dans les métaux et les métalloïdes, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me citer des métaux ou des métalloïdes toxiques? S'il vous plaît, participez dans la messagerie. Alors, quelqu'un, est-ce que vous pouvez me citer des métaux ou métalloïdes qui sont à l'origine? Très bien. L'exemple phare des métaux toxiques sont le plomb, le mercure. Ensuite viennent effectivement l'aluminium, le cuivre à moindre degré, les nitrites. Bon, oui, pourquoi pas les nitrites exactement. Très bien. Parfait. Donc, là, vous voyez que en tant que médecin qui êtes en face de malade, vous êtes censé connaître la différence entre métaux et entre organiques, minéraux et organiques. Je continue avec la nature chimique. Après, pour résumer la diapositive par rapport à la nature chimique, je vais vous donner la différence de la prise en charge entre un toxique organique, lipophile, gazeux et un toxique minéral, hydrophile ou non gazeux. Alors, on continue. Un autre critère, je vous ai dit, ça marche ensemble. On peut parler de substances lipophiles contre des substances hydrophiles. Alors, il faut savoir qu'il existe des substances qui ont la capacité d'être hydrolipophiles selon le milieu où elles se trouvent.
on a des substances particulièrement ou seulement hydrophiles, comme on peut avoir des substances seulement lipophiles ou particulièrement lipophiles. Alors, pour les substances lipophiles, alors, est-ce que quelqu'un peut me dire que veut dire lipophile? Quand on dit substance lipophile, ça sous-entend quoi? Bon, l'arsenic, oui, c'est arsenic, c'était un exemple. Alors, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me dire que veut dire lipophile? Quand on dit substance lipophile, ça sous-entend. Très bien. C'est une EPSP-OD. Très bien, vous participez très bien. Au milieu lipidique. Très bien. Donc, ce sont des substances qui ont la capacité de se dissoudre dans les milieux lipidiques, pardon, ou la matière graisseuse. Donc, ce sont des substances qui ont une affinité envers les substances graisseuses. Et qui dit substance graisseuse, est-ce que vous pouvez me dire, ça sous-entend quoi? Quel serait l'impact dans l'organisme? Qui dit matière graisseuse dit toxicité. Alors, le foie, à moindre degré le foie, mais quand on parle, oui, stockage, très bien, il s'agit de substances cumulatives, parfait. Par contre, pour l'hépatique, pour la toxicité hépatique, ce n'est pas la première toxicité cible. C'est le tissu adipeux, oui, mais c'est surtout la neurotoxicité. C'est surtout la neurotoxicité, là où on peut avoir une accumulation du toxique. On peut aussi parler de la cardiotoxicité dans certains cas, surtout la neurotoxicité. Le cœur, le foie. Alors, par ordre, si vous voulez, d'accumulation, on a le système nerveux central. Ensuite, effectivement, comme vous l'avez cité, le foie, le cœur, et on a aussi le tissu adipeux. Très bien. Alors, je reviens. Donc, lipophile, on cite les solvants, les médicaments d'une manière générale, ils ont cette capacité de se dissoudre dans la matière graisseuse ou de se distribuer dans la matière graisseuse. Je cite l'exemple, par exemple, des digitaliques, la digoxine. La digoxine est très lipophile, donc elle va plutôt se retrouver au niveau tissulaire qu'au niveau plasmatique. Les pesticides sont plutôt lipophiles aussi, donc d'où leur neurotoxicité. Par contre, quand on parle du caractère hydrophile, donc c'est le contraire du lipophile, on a surtout une solubilité dans le milieu aqueux et comme on sait, on a une bonne proportion dans l'organisme qui est composé d'eau, donc on a une bonne proportion en eau dans l'organisme, et là donc on aura une distribution dans les compartiments hydriques. Et l'exemple qui doit passer par votre esprit à partir d'aujourd'hui, c'est l'exemple de l'éthanol. Alors, l'éthylisme et l'alcoolisme à long terme, donc, il faut savoir qu'il suit le mouvement d'eau. Là où on a de l'eau, on a de l'alcool. On a une concentration d'alcool. On passe au toxique gazeux. Alors, le toxique gazeux, donc, ce sont des substances qui se présentent sous forme de gaz. Vous, en tant que médecin, vous êtes beaucoup confronté à ce gaz qui est le monoxyde de carbone, surtout en saison hivernale. Alors, il faut savoir aussi, par exemple, le monoxyde de carbone, il a une certaine lipophilie qui va se dissoudre rapidement et facilement au niveau alvéolaire, d'où sa toxicité systémique. Donc, directement, il va se retrouver au niveau de la circulation générale. Et donc, on a tout d'abord donc, la cardiotoxicité et ultérieurement, on parle aussi de la neurotoxicité. On a le sulfure d'hydrogène comme gaz. Et on a les non gazeux, j'ai repris le même exemple, mais tout ce qui n'est pas gazeux, il est non gazeux. Les médicaments, les solvants, les pesticides. J'ai un autre critère qui est la volatilité. Alors, il ne faut pas confondre, cher docteur, cher médecin, il ne faut pas confondre une substance volatile avec une substance gazeuse. Une substance volatile n'est pas forcément gazeuse. On peut avoir un liquide avec une caractéristique de volatilité.
Donc, il se volatilise. Donc, il va se retrouver dans l'ambiance. Comme les solvants. Je vais voir. Alors, très bien. Je vois, c'est bien de m'écrire certaines de vos questions ou certaines de vos remarques. Ça me permet encore d'approfondir la question. Je vois que quelqu'un me dit, alors je reviens pour voir c'est qui. Alors, le mercure. Le mercure, ça fera l'objet d'une autre conférence. Hein. Alors, pour le mercure, elle me dit oui, mais vous avez dit que c'est la lipophilie. Donc, on a la distribution au niveau du tissu adipeux et on parle de neurotoxicité, mais le mercure aussi est neurotoxique. Oui, mais le mercure, les métaux exercent leur neurotoxicité d'une autre façon. Vous allez voir ça lorsqu'on fera les monographies. Alors, les métaux exercent leurs effets par action directe parce qu'ils vont se retrouver sous forme ionique. Ils vont pouvoir traverser les barrières, la barrière hémato-méningée, et là, ils vont se retrouver au niveau neurologique. Mais aussi, effectivement, on a la forme dérivée du mercure qui est le méthylmercure. Donc, on a le méthylmercure. Donc, le groupement méthyle, il va lui conférer une caractéristique lipophile et donc une caractéristique organique qui va lui donner cette aptitude à se distribuer dans la matière graisseuse. J'espère avoir répondu à cette question. Vous aurez plus de détails lorsqu'on fera les monographies. Alors, je continue. Je disais qu'il était important de différencier les substances gazeuses des substances volatiles. Les solvants sont volatiles, mais non gazeuses. Je continue. Alors, je vois qu'il y a une... alors, pour le mercure, c'est bon. Alors, l'eau de Javel. L'eau de Javel, produit ménager. Je vais avancer dans le cours, je vais parler de ça. Par quel mécanisme le tissu adipeux influence directement le système nerveux central? Parce que le système nerveux central, s'il vous plaît, revenez à vos cours d'anatomie, physiologie. Ça va vous faire rappeler la constitution du tissu du système nerveux central et donc sa richesse en matière graisseuse. Revenez au cours et vous allez replonger pour vous rafraîchir la mémoire par rapport à la richesse du système nerveux en tissu adipeux. Alors, est-ce que les eaux potables ne contiennent pas de xénobiotiques? C'est une très bonne question. Alors, pour l'eau potable, vous voulez, je comprends. C'est vrai que pendant des années, on a toujours consommé l'eau de vie, mais la tendance maintenant, il y a quelques années, c'est de consommer l'eau embouteillée. Alors, il faut savoir qu'il s'agit de l'eau, surtout de l'eau potable, mais même l'eau embouteillée peut être concernée, mais à moindre degré parce qu'il y a des contrôles qui se font dans l'eau embouteillée. Alors, l'eau potable, effectivement, elle peut renfermer des xénobiotiques. Pourquoi? Alors, il faut savoir que la qualité de l'eau, on a une qualité microbiologique, on a une qualité chimique. La qualité chimique de l'eau potable, justement, elle cible les xénobiotiques. Elle peut renfermer des résidus de médicaments, elle peut renfermer des contaminants comme les pesticides, comme les métaux, elle peut renfermer des résidus d'hormones, elle peut renfermer des résidus de médicaments d'une manière générale. Et ça va dépendre de la qualité de filtration ou de décontamination de l'eau potable. J'espère avoir répondu à cette question. Alors, l'intoxication au monoxyde de carbone, nitrite, oui. Les nitrites font l'objet des paramètres à vérifier dans l'eau potable. Donc, pour ne pas dévier du sujet, je reste dans le sujet. Je vous ai dit, vous aurez des monographies, vous allez approfondir vos questions. Alors, je reviens à la présentation. Donc, on a fini avec la nature chimie. Pour récapituler, on a des toxiques
organiques, des toxiques minéraux, on a des toxiques lipophiles, hydrophiles ou bien hydrophiles, on a des toxiques volatiles, non volatiles, on a des toxiques acides ou basiques, on a des toxiques gazeux et non gazeux. Et je vous ai dit, ça peut être mélangé, les critères, les caractéristiques peuvent, c'est-à-dire la même substance peut avoir deux caractéristiques à la fois. Je donne l'exemple, l'ACL, l'acide chlorhydrique. L'ACL pur, c'est un liquide, donc qui dit liquide, on va dire hydrophile, mais en même temps, il a cette capacité de volatilité. Donc, on a des vapeurs d'ACL. Alors, je passe au deuxième critère. Il faut que je voie l'heure. Très bien, donc, 45 minutes passées déjà. On passe au deuxième critère de classification. Nous passons à l'origine. Alors, à l'origine, je vous dis franchement et sincèrement, ça vous, c'est-à-dire que ce n'est pas très, c'est pas que ce n'est pas très important, c'est-à-dire vous le déduisez sans bénéficier de cette formation par rapport à l'origine. D'emblée, dès qu'on vous parle d'une cause toxique, vous allez savoir est-ce qu'il s'agit de nature végétale ou bien animale. Est-ce que ça appartient au règne végétal ou bien au règne animal? Alors, le règne végétal, s'il vous plaît, n'écrivez pas sur la présentation. Alors, celui qui a activé son stylo, s'il vous plaît. Alors, le règne végétal. Alors, pour le règne végétal, lorsqu'on parle de toxiques d'origine végétale, on cible les plantes et les champignons toxiques. Je donne l'exemple des plantes. Vous rencontrez beaucoup l'oreille d'éléphant. Alors, l'oreille d'éléphant, généralement par injection, quelquefois par contact. Alors, l'oreille d'éléphant, elle provoque une irritation. Pourquoi elle est très riche en oxalate de calcium. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a parmi vous qui ont suivi ma formation avec le professeur Kadjouk sur la phytothérapie en novembre 2021? Donc, nous n'avons pas parlé des plantes toxiques, mais nous avions parlé des plantes et des herbes utilisées à but thérapeutique et qui pourraient présenter une toxicité. Alors, l'oreille d'éléphant, c'est un exemple. Je peux citer un autre exemple qui est le chardon aglu, qu'il appelle en arabe al-addad. Le chardon aglu, ce sont ces fleurs violettes que vous voyez épineuses et qui présentent une racine sucrée qui est très riche en hétérosides hépatotoxiques, qui provoque une hypoglycémie sévère, qui peut mettre le pronostic vital en jeu. Voilà, c'est le chardon aglu. Parmi les champignons, on peut citer la manite phalloïde, on peut citer le psilocybe qui est hallucinogène. Les animaux. Alors, parmi les animaux, vous avez les animaux venimeux terrestres et les animaux venimeux aquatiques. Alors, parmi les animaux terrestres, nous citons le scorpion, le serpent, les mille-pattes, les insectes comme les abeilles, d'autres insectes comme les insectes d'une manière générale, les araignées et autres animaux qui peuvent être à l'origine d'une envenimation. On a aussi parmi les animaux, on a les animaux aquatiques. Les animaux aquatiques, on peut citer par exemple la rascasse, la méduse. Donc, pour mieux adapter la prise en charge de l'intoxication, il faut connaître l'agent causal. L'agent causal, comment il peut exercer son effet toxique. Avant de passer à un autre critère, je vais juste voir, est-ce que j'ai... Les moustiques. Alors, il faut savoir, chardon-marie, généralement, donc, elle est utilisée en phytothérapie et elle n'a pas une toxicité, elle est différente du chardon aglu et elle n'a pas la même toxicité, elle n'est pas vraiment toxique comme le chardon aglu. Alors, le bisphénol, oui, il est toxique, perturbateur endocrinien. Alors, les moustiques. Alors, je reviens par rapport aux moustiques. On parle de moustiques. Il faut savoir que nous, l'Algérie, nous ne sommes pas dans une zone tropicale. Alors, généralement, les insectes venimeux, même parmi les amphibiens, les grenouilles et les crapauds,
on n'a pas les animaux venimeux comme dans les régions tropicales. Alors, les moustiques, généralement, à moins que ça soit importé en Algérie par les échanges économiques. Alors, on passe à un autre critère. Alors, je reviens un peu en arrière. Ensemble, nous avons défini ce que c'est un xénobiotique. Nous avons rappelé la cinétique et comment il peut exercer son effet toxique. Et nous avons abordé les critères de classification avec quelques exemples. Tout d'abord, nous avons parlé de la nature chimique entre organique et minéral, lipophile, hydrophile, gazeux, non gazeux, volatile, non volatile, acide, base, etc., etc. Ensuite, nous avons parlé de l'origine. L'origine, elle peut être végétale ou animale. Nous passons maintenant à la classification basée sur l'usage. Alors, l'usage, pourquoi il est important de connaître la nature ou bien l'usage de l'agent causal? Parce que en connaissant l'usage du toxique, nous allons déduire pas forcément, mais nous allons être orientés par rapport à sa composition et donc par rapport à sa toxicité, ça de 1, et de 2, par rapport, suite à, ou bien grâce à la connaissance de son usage, on va déduire la voie d'exposition. Quand on dit médicament, la voie d'exposition principale est l'ingestion, lorsqu'il s'agit de comprimés, de solutions buvables. Par contre, lorsqu'il s'agit de médicaments sous forme injectable, c'est par voie injectable, etc., etc. Par contre, il faut savoir qu'il existe les erreurs et les accidents thérapeutiques où la voie d'exposition peut être différente que la voie indiquée pour le médicament. Donc, il faut toujours pousser l'anamnèse. L'anamnèse, l'interrogatoire qu'on fait avec le malade, s'il est conscient, et ou avec son entourage est très importante. Elle va nous rapporter beaucoup d'éléments qui vont nous orienter pour adapter une bonne prise en charge de l'intoxication et pour mieux optimiser la demande d'analyse toxicologique. Alors, parmi les médicaments, en tête de liste, nous citons les psychotropes. Alors, les psychotropes, c'est une classe de médicaments qui est très incriminée dans les cas d'intoxication. Je cite l'exemple, lorsque je sais qu'il s'agit d'un médicament, que c'est un psychotrope, dans les psychotropes, je vais poser la question. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un antidépresseur, d'un neuroleptique, donc antipsychotique, d'un tranquillisant, d'un hypnotique? Et donc, en posant ces questions-là, en ayant ces informations-là, je vais déduire l'action toxique et donc je vais adopter une bonne prise en charge. Alors, parmi les psychotropes, par exemple, je cite les antidépresseurs tricycliques qui sont toujours d'actualité par rapport à leur effet thérapeutique, à leur efficacité thérapeutique. Alors, par exemple, la mitriptyline. Alors, les antidépresseurs tricycliques, il faut savoir qu'ils sont efficaces thérapeutiquement, mais ils sont très toxiques. Ce sont des molécules qui exercent un effet stabilisant de membrane, donc ils ont un effet cardiotoxique. Ce sont des substances qui ont un effet anticholinergique, car ce sont des effets indésirables. Et par rapport à ces deux principaux, il y a d'autres effets, ces deux principaux effets. Donc, par exemple, par rapport à l'effet anticholinergique qui va ralentir le péristaltisme et donc qui va, d'une part, mais aussi, on a la forte fixation de ces substances au niveau tissulaire. Donc, ça va rester dans l'organisme pendant des jours et des jours. La demi-vie, elle va être allongée. Et donc, par exemple, par rapport à la surveillance des malades, on préconise jusqu'à 1 semaine. Pourquoi? Déjà que la symptomatologie de l'intoxication par rapport aux antidépresseurs tricycliques, elle est prolongée, c'est-à-dire qu'on ne peut observer des effets qu'à partir de 4 heures, voire 6 heures de temps après ou suite à l'ingestion, mais aussi par rapport à ce que je viens de dire, leur stagnation au niveau de l'organisme fait qu'il faut surveiller l'intoxiqué sur le plan cardiologique
et donc il faut le garder. On passe aux pesticides. Alors, lorsqu'on nous dit, voilà, telle personne a été intoxiquée par un pesticide. Donc, il faut poser la question, ce pesticide, il est utilisé pour quoi? Pour quel but? Est-ce qu'il est insecticide? Est-ce qu'il est herbicide? Herbicide donc pour tuer les mauvaises herbes. Est-ce qu'il est fongicide, donc contre les champignons? Est-ce qu'il est acaricide? Etc., etc. Et selon la sous-classe du pesticide, je vais connaître, je vais déduire la toxicité de la substance et donc je vais savoir comment je vais traiter le malade. Donc, par cette occasion, je ne sais pas ce que tout le monde il a le réflexe d'appeler les centres antipoisons, en l'occurrence, ou notamment le centre antipoison d'Alger, donc pour avoir un complément d'information ou bien pour confirmer une information, pour avoir une bonne conduite à tenir devant une intoxication. Alors, je cite l'exemple des insecticides. Parmi les insecticides, nous avons les insecticides inhibiteurs de l'activité cholinéstérasique ou bien les insecticides inhibiteurs de la cholinestérase. On a les raticides, oui. Très bien, je vois que certains m'ont donné des exemples antérieurement, avant de passer aux usages. Je vous remercie pour l'anémone, exactement, pour les xénobiotiques, les contrôles par les agronomes et les vétérinaires. À la fin, rappelez-moi pour vous donner une idée par rapport à ça. Et effectivement, on a les raticides comme classe, on a les insecticides comme classe. Ensuite, dans les insecticides, vous avez les inhibiteurs de la cholinestérase. Alors, c'est une enzyme qui se trouve au niveau de la jonction neuromusculaire, qui a plusieurs fonctions dans l'organisme, que je ne vais pas détailler maintenant, mais sachez que son inhibition va être à l'origine de l'accumulation de la choline. Donc, il y aura une concentration de la choline, et cette choline, elle va être responsable du syndrome cholinergique. Le syndrome cholinergique, donc, qui va être manifesté sous forme de hypersialorée, de diarrhée, douleur abdominale, on peut avoir musis, etc., etc. Donc, si vous avez une idée sur le pesticide, sur sa sous-classe, et donc, est-ce qu'il est inhibiteur ou pas, vous pouvez déduire la conduite à tenir à adopter. Voilà, je vais voir encore, la tachycardie. Oui, on peut avoir les deux, la tachycardie. Professeur Zamon. Oui, 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 je rétablis le son. Ah, d'accord. Voilà, merci. Alors, je disais qu'effectivement, pour les insecticides inhibiteurs de cette enzyme, on peut avoir la tachycardie par action nicotinique, mais on peut aussi avoir la bradycardie. Alors, d'ailleurs, l'atropine, elle est préconisée contre la bradycardie observée lors de l'intoxication par ces substances. Alors, je vous fais rappeler que parmi les insecticides, on peut avoir des inhibiteurs de l'enzyme, de la cholinestérase, comme on peut avoir d'autres insecticides qui ne sont pas inhibiteurs de cette enzyme. Je cite l'exemple des pyritrénoïdes. Par exemple, les pastilles qu'on utilise chez nous, le liquide anti-moustique qu'on utilise chez nous, il n'est pas censé contenir des inhibiteurs de l'activité cholinestérasique. Il renferme des substances qu'on appelle pyritrénoïdes. Je vais écrire dans la messagerie, donc pyritrénoïdes. Ça vient du pyrètre, pyrétrinoïde. Voilà, c'est ça. Les pyrétrinoïdes ne sont pas inhibiteurs de l'activité cholinestérasique. Par contre, j'attire votre attention pour ces substances-là. Alors, vous avez deux sous-classes. Vous avez, selon, chimiquement parlant,
Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tous les cas, vous avez deux sous-classes. Selon le type chimique, vous avez le type 1 de péritrénoïdes qui ne sont pas toxiques. Ils ne provoquent qu'une irritation, ils peuvent être allergisants, sensibilisants. On a la sous-classe ou le type 2. Ceux-là, ils peuvent être responsables d'une toxicité plus importante et avec une neurotoxicité qui peut nous faire confondre avec les inhibiteurs de la cholinesterase, type convulsion, type hypersialorée. Est-ce que vous avez compris pour ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire, s'il vous plaît? Dites-moi, est-ce que vous avez compris? J'ai parlé des inhibiteurs de la cholinesterase, j'ai parlé des péritrénoïdes, tous deux sont insecticides contre les insectes. Il y a une différence de toxicité. Inhibiteurs de la cholinesterase, donc, sont inhibiteurs, on parle de syndrome cholinergique. Par contre, lorsqu'il s'agit de péritrénoïdes, on ne parle pas de syndrome cholinergique. Par contre, faites attention, on a des signes qui peuvent être confondus, qui peuvent nous évoquer le syndrome cholinergique. J'ai cité les convulsions et j'ai cité l'hypersialorée. Voilà. Je profite. Je vois que vous êtes assoiffés de connaissances. Quel est leur mécanisme d'action? Les péritrénoïdes, ce sont des inhibiteurs de la pompe sodium-potassium. Ce sont des inhibiteurs de la pompe. Ils ont un autre mécanisme d'action. Alors, s'il vous plaît, vous aurez tout ça lorsqu'on vous ferez les monographies. C'était un autre mécanisme d'action. Alors, les raticides. Alors, les raticides, en tête de liste, nous citons l'alpha-chloralose. Ce que vous voyez, le raticide 70, le raticide 90, c'est de l'alpha-chloralose. Elle est convulsivante. Ce sont des substances convulsivantes, mais qui peuvent donner une symptomatologie évocatrice d'un syndrome cholinergique aussi. C'est-à-dire, on a quelques signes communs, aussi comme les convulsions et l'hypersialorée dans certains cas. On peut avoir la détresse respiratoire aussi. Alors, donc, l'alpha-chloralose, c'est autre chose, c'est un raticide. Ne confondez pas, s'il vous plaît, l'usage entre insecticides, raticides, fongicides, herbicides, etc., etc. Parmi les herbicides les plus toxiques, on a les sulfates de cuivre, qui peut être aussi émétisant. Alors, je ne vais pas encore donner tous les toxiques dans les pesticides. On passe aux drogues. On passe maintenant aux drogues. Alors, parmi les drogues, à vrai dire, c'est-à-dire les drogues, dans les pays anglophones, on parle de drogue pour désigner les médicaments. Mais nous, quand on parle de drogue, on parle de substances toxicomanogènes, donc qui vont provoquer de l'addiction. Elles sont addictogènes. Alors, les drogues, même si pour certaines, elles sont moins addictogènes que d'autres, et d'autres qui ne sont pas du tout addictogènes. On parle de substances toxicomanogènes. Les drogues, je cite l'exemple basique, c'est le tétrahydrocannabinol, c'est le cannabis qu'on appelle donc hashish. On a le hashish, on a le zitla, donc la résine, on a différentes sortes de cannabis, de tétrahydrocannabinol. Alors, pour rappel, le tétrahydrocannabinol, c'est une substance qui est classée comme psychodysleptique. Donc, c'est un perturbateur de la fonction neurologique. Donc, il peut avoir donc, un effet dépresseur ou stimulant selon la fréquence d'utilisation, selon la dose, selon plusieurs facteurs. Alors, j'attire votre attention pour dire que le cannabis, il a une propriété très lipophile, d'où sa neurotoxicité importante. Une neurotoxicité importante du une concentration au niveau neurologique de par sa lipophilie. On passe aux produits ménagers. Alors, pour les produits ménagers, j'ai donné l'exemple de l'esprit de sel, mais dans les produits ménagers, on peut citer plusieurs, donc les détergents, les détartrants, les décapfous, les dégraissants. Là, ce que je vous demande de savoir et de chercher à connaître, c'est leur pH, leur caractère acido-basique. Alors, leur caractère acido-basique qui est
comment il est reflété le caractère acido-basique d'une substance? Il est reflété par son pH. Héroïne, très bien, c'est un très bon exemple, l'héroïne comme drogue. Donc, c'est une drogue qui est dépressive du système nerveux central, fait partie des opiacés. Péritrénoïde. Alors, péritrénoïde, je vous donne l'exemple. J'ai un trou de mémoire. Vous me demandez un exemple. Alors là, je vous ai donné l'exemple des pastilles et le liquide anti-moustique. Mais par rapport aux marques, aux noms commerciales, vous cherchez sur Internet, vous allez trouver certains produits qui sont à base de péritrénoïdes. Mais comme produit, je vous ai donné l'exemple des pastilles et de l'eau, du liquide anti-moustique. Alors, l'héroïne, c'est bon. L'eau de Javel, oui, je vais parler de l'eau de Javel. Pourquoi le pH? Alors, c'est une très bonne question pour celui qui m'a posé la question pour l'eau de Javel. Pourquoi le pH? Effectivement, l'eau de Javel n'est ni un acide ni une base. Donc, c'est un sel, donc l'hypochlorite de sodium. Alors, l'hypochlorite de sodium, alors il faut savoir, on a deux notions ici. On a la notion du caractère acido-basique qui est reflété par le pH. Là, on parle seulement d'acide et de base. Pourquoi j'ai évoqué ça? Pour parler de l'effet caustique, la causticité. Alors, l'effet caustique, il est défini pour les substances acides ou basiques, pour les substances qui ont un pH inférieur à 2 pour les substances acides et supérieur à 12 pour les substances basiques. Là, on parle de substances caustiques. Alors, substance caustique. Caustique, donc si c'est acide, à 2 pour les bases, pH sup à 12. Voilà. Et pour l'eau de Javel, alors il est caustique. Il faut savoir que alors regardez, hein, tous les acides dont le pH est inférieur à 2 et toutes les bases dont le pH est supérieur à 12, ce sont des caustiques. Par contre, tous les caustiques ne sont pas acides ou bien bases. Je répète, il n'y a pas de réciprocité dans la définition. Tous les caustiques ne sont pas des acides ou des bases. Par contre, tous les acides dont le pH est inférieur à 2, toutes les bases dont le pH est supérieur à 12 sont des caustiques. Et je vous ai dit, vous aurez des monographies, on va détailler tout ça. Alors, on passe aux cosmétiques. Alors, aux cosmétiques, alors, vous avez, je donne l'exemple de l'oxydant qui peut se présenter sous forme de crème. Alors, l'oxydant, il faut faire attention à son volume. Est-ce qu'il est de 10 volumes, de 20 volumes ou de 30 volumes? Et là, je vous donne la preuve que tous les caustiques ne sont pas des acides et des bases. Là, par exemple, l'oxydant, s'il est à un volume de 30, il devient caustique. L'esprit de sel est de l'ACl, donc pH inférieur à 2, donc il est caustique. On peut avoir le permanganate de potassium qui n'est pas forcément donc acide ou bien base comme on l'avait défini, et caustique. Donc, parmi les caustiques, on peut trouver d'autres substances que les acides et les bases. Alors, les cosmétiques, on peut avoir plusieurs types de cosmétiques, les dissolvants, les shampoings, l'eau de parfum, l'eau de toilette, plusieurs types de cosmétiques. Les produits industriels, alors je cite l'exemple, les piles, par exemple, pile bouton, qui est à base généralement de lithium. On peut avoir d'autres produits industriels, par exemple, les acides de batterie et d'autres substances qui sont utilisées au milieu professionnel. Maintenant, nous passons à un autre critère de classification.
J'ai répondu par rapport à l'eau de Javel. J'ai dit que l'eau de Javel peut être caustique selon le degré de chlorhydrique. L'eau de Javel peut avoir un effet irritant, peut avoir un effet caustique. Ceci dépend du degré hydrochlorhydrique. Voilà. Donc, s'il est dilué, effet irritant. S'il est pur à 12 degrés et plus, il est caustique. J'ai répondu à la question. Alors, on continue. Donc, maintenant, si on devait classer les xénobiotiques selon leur mécanisme d'action toxique, vous, en tant que médecin, vous allez juste vous intéresser à ces deux notions. Est-ce qu'il exerce un effet, une toxicité fonctionnelle ou bien une toxicité lésionnelle? Alors, une toxicité fonctionnelle, pourquoi? Si c'est une toxicité fonctionnelle, donc c'est juste pour, donc c'est l'éviction. Dès qu'on arrête l'exposition, on a rétablissement de situation, en plus du traitement symptomatique. Si on a une toxicité lésionnelle, là, même après arrêt du toxique, on peut avoir l'effet toxique qui continue à apparaître, à se manifester. Et là, on peut aller jusqu'à, par exemple, donc le traitement, il est plus lourd. Je cite l'exemple d'un toxique fonctionnel. Le traitement qu'on utilise dans l'hypothyroïdie, donc l'évothyrox, donc c'est un hyperthyroïdien ou bien anti-hypothyroïdien. Alors, il faut savoir que ce traitement, par son effet hyperthyroïdien, il peut exercer un effet toxique. Et là, dès l'arrêt et l'élimination du traitement, donc on peut avoir retour à la normale. Donc, il faut juste bien surveiller le malade. Là, il faut savoir que la demi-vie, elle est très longue. Il faut faire un bilan thyroïdien de contrôle. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut surveiller la fonction cardiaque. Et voilà. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un toxique lésionnel, alors nous, donc en toxico, l'exemple qu'on peut donner, il s'agit d'une substance qui est retirée du marché. C'est un pesticide, précisément un herbicide utilisé autrefois, c'est le paraquat. Le paraquat, il est très toxique, donc il est à l'origine d'un stress oxydatif, d'une pneumotoxicité, en certains cas, donc, mais aussi hépatotoxicité. On a un effet donc lésionnel. Le stress oxydatif, il explique la majeure partie des effets lésionnels. Pourquoi? Je vous ai parlé des xénobiotiques réactifs. Ils vont interagir avec les macromolécules de l'organisme, les protéines, les lipides, le matériel génétique. Il va détériorer soit qualitativement et ou quantitativement notre composition ou constitution de l'organisme. Donc, le paracétamol est l'exemple phare d'un effet lésionnel. Alors là, j'attire votre attention. Les xénobiotiques lésionnels peuvent exercer à la fois un effet fonctionnel et lésionnel. Peuvent exercer successivement d'abord un effet fonctionnel, ensuite lésionnel. Alors, pour le paracétamol, c'est un toxique lésionnel. C'est une substance hépatotoxique, comme vous le savez. Donc, il faut connaître ça. Pourquoi? Parce que le pronostic vital peut être mis en jeu. Ensuite, en plus, il y a l'intérêt de la précocité d'instaurer un traitement antidotal. Et lorsque la prise en charge est tardive, pourquoi pas donc penser à la greffe hépatique. On poursuit donc avec la source. La source, donc, c'est la source d'exposition. Donc, vous, en tant que médecin, lorsque vous recevez un malade, il faut toujours faire une bonne anamnèse pour savoir est-ce que ce malade est exposé professionnellement ou bien non professionnellement. Pourquoi? Parce que la prise en charge, elle peut être différente et l'agent causal peut être différent. Alors, en milieu professionnel, on parle surtout de l'exposition au plomb, donc on parle du saturnisme, on parle de l'exposition, par exemple, au mercure, par exemple, les usines de batterie. Autrefois, donc, on utilisait le mercure. Aujourd'hui aussi, on parle aussi du plomb dans les usines de batterie. Le monoxyde de carbone, surtout pour les industries qui produisent
du monoxyde de carbone. Aussi, on a professionnellement exposé ceux qui travaillent par exemple, les parkings automobiles, là où il y a le trafic automobile important. Ça, c'est non professionnel. Alors, les organophosphorés, dans aussi la production des organophosphorés, on peut être exposé professionnellement aux organophosphorés, par exemple. Non professionnellement, on peut être exposé à toute substance étrangère, comme nous l'avons cité. Ça peut être des médicaments, des pesticides, n'importe quel type de substance. Donc, nous avons vu, selon la nature chimique, selon l'origine, selon l'usage, selon le mécanisme d'action et selon la source. Maintenant, nous allons voir nous allons voir selon l'organotoxicité. Alors, vous pouvez vous intéresser aux toxiques selon l'action toxique ou selon le site de prédilection de toxicité. Alors, on peut parler de toxiques, hépatotoxiques, d'hématotoxiques, néphrotoxiques, neurotoxiques, cardiotoxiques, et je n'ai pas cité tous les systèmes de l'organisme qui peuvent être touchés par une toxicité. Alors, j'attire votre attention pour vous dire qu'on peut avoir pour le même toxique une double toxicité, une double organotoxicité. On a pris l'exemple du paracétamol qui est un toxique lésionnel. Il peut être hépatotoxique et néphrotoxique. Voilà. On peut citer le plan, il peut être neurotoxique et néphrotoxique. Je peux citer une multitude de toxiques qui peuvent exercer plusieurs toxicités. On peut citer des toxiques qui exercent une toxicité multiviscérale. C'est par exemple le méthotrexate. On a l'arsenic, donc il touche les différents organes nobles de notre organisme. Enfin, on peut citer un critère qui n'est pas un critère usuellement utilisé pour la classification des xénobiotiques, c'est le traitement. C'est-à-dire qu'on peut classer les xénobiotiques selon le traitement qu'ils nécessitent. On a parmi les xénobiotiques qui exercent une toxicité, qui nécessitent un traitement purement symptomatique, c'est-à-dire qu'on ne peut ni faire un traitement, par exemple, de décontamination ou évacuateur ou équivalent, ni un traitement antidotal. On peut avoir affaire à des substances toxiques qui nécessitent un traitement évacuateur, donc par exemple un lavage gastrique, et un traitement symptomatique, mais qui n'ont pas de traitement antidotal. Donc, qui peut me citer un toxique qui nécessite un traitement symptomatique et un lavage gastrique, mais qui n'a pas de traitement antidotal? Qui peut me citer un toxique qui nécessite un traitement symptomatique et évacuateur, un lavage gastrique? Benzodiazépines, ils ont leur traitement antidotal. Qui peut me le donner? Il y a un collègue qui a donné l'exemple de exactement l'eau de Javel est un bon exemple. Pourquoi? Le lavage gastrique, il est contre-indiqué. L'eau de Javel ne nécessite pas un traitement antidotal, donc il nécessite un traitement purement symptomatique. Les benzodiazépines, quant à eux, ils ont un traitement antidotal. C'est le flumazénide. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Les benzodiazépines, c'est un exemple de substance qui nécessite les trois types de traitement. Qui peut me donner donc les salicylés. Les salicylés, effectivement, on n'a pas de traitement antidotal, mais qui nécessite un traitement symptomatique et un traitement, on peut dire évacuateur, c'est la diurèse alcaline. Très bien, c'est un bon exemple. Donc, avec ça, chers confrères, chers confrères, donc j'ai fini. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. J'ai essayé de faire le tour de la question par rapport aux différentes classes en donnant des exemples et en expliquant comment on peut adapter la conduite à tenir selon la nature du toxique. Maintenant, s'il vous plaît, préparez-vous pour un petit exercice.
le succimère. Je vois que le pH de Dr Ziza Massika. Alors, pour ceux qui me posent la question pour les antidotes, sachez que, je profite de l'occasion, alors sachez que, effectivement, les antidotes n'existent pas, enfin, beaucoup d'antidotes, enfin, certains antidotes ne sont pas disponibles, mais sachez qu'il y a eu une note ministérielle, Dr Gougam, je ne sais pas si elle peut confirmer cela, qui autorise l'importation, donc l'achat des antidotes. Il faut ça pour les antidotes qui ne sont pas disponibles. Pour les antidotes qui sont disponibles, alors s'il vous plaît, vous qui êtes au front, vous qui avez le malade en face de vous, essayez de sensibiliser autour de vous pour lancer la commande des antidotes auprès des pharmacies hospitalières, donc auprès des pharmacies au niveau des hôpitaux, pour que les besoins soient exprimés à la pharmacie centrale, pour que le travail, pour que ce qui est nécessaire soit fait. Voilà, je réponds aux antidotes. Alors, je répète, ça ne fait pas l'objet du cours, mais j'ai donné l'orientation. Faites la commande auprès des pharmacies hospitalières qui feront la commande auprès de la pharmacie hospitalière, la PCH, pour acheter les antidotes. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'exercice? J'ai parlé du paracétamol, vous aurez des monographies. J'ai dit qu'il peut exercer un effet néphrotoxique à dose massive lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, lorsque l'ANAC n'est pas administrée. Voilà, ce n'est pas l'objet de la formation. On laisse ça pour les monographies, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, je vais passer aux exercices. Très bien. Alors, le premier cas. Alors, préparez, s'il vous plaît. Préparez-vous. Je vais demander, docteur Gougan, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez donner la possibilité aux participants d'activer leur micro pour que je puisse leur poser la question. Voilà, très bien. Je vais désigner. Non, n'activez pas le micro. Si vous activez le micro, on est fichu. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais poser la question et vous me répondez par messagerie. Voilà, tu leur laisses juste le temps de pouvoir répondre. Très bien. Ça. Très bien. Donc, s'il vous plaît, réponse par. Très bien. Alors, je vois des demandes spécifiques dans la messagerie, c'est bien. Comme je l'ai dit, c'est une très bonne chose que vous soyez assoiffés de connaissances relatives à la toxicologie. Tout un programme a été prévu pour ça par donc le ministère, par Dr Gougam et le professeur Kadour. Voilà, donc vous aurez toutes les monographies. Et toute l'équipe qui se fera en présentiel. Et là, vous pourrez voilà, vous voulez. Voilà, il y a tout un programme qui est fait pour ça. Donc, ne précipitez pas les choses. Vous aurez des monographies, vous aurez des réponses à vos questions. Alors, on va commencer par le premier cas. Il s'agit d'un enfant âgé de 4 ans ayant ingéré quelques gorgées d'un produit dépoussiérant. Par exemple, Polish. Alors, comment vous classez le toxique, s'il vous plaît? Oui, le lavage gastrique est contre-indiqué en cas de produit caustique. Pour celui, alors pour Dr Ziza Massika de Marwana, il est évident qu'il s'agit d'un produit chimique. Nous avons dit que les xénobiotiques, ce sont des molécules chimiques polluantes. Alors, il y a la REA, je sais de quelle wilaya. Effectivement, il s'agit d'un produit organique. Bravo. Donc, il s'agit d'un produit organique. Lipophile, très bien. Toujours la REA, parfait. Produit ménager, oui, c'est un produit. S'il vous plaît, faites attention, il y a une différence entre produits ménagers et produits domestiques. Alors, les produits domestiques, tous les produits qu'on retrouve, on utilise en milieu domestique. Les produits ménagers, ce sont les produits qu'on utilise pour l'entretien et l'hygiène, le nettoyage et tout. Alors, très bien. Donc, c'est un lipophile, c'est un organique. Donc, vous pouvez déduire
la conduite à tenir et qu'est-ce qui est contre-indiqué, par exemple. Très bien. Un deuxième cas de figure. Alors, le deuxième cas, il s'agit d'une jeune fille de 22 ans admise aux urgences médico-chirurgicales pour tentative de suicide par l'eau de Javel concentrée et 15 comprimés de paracétamol à 1 gramme. Alors, comment peut-on classer les agents causaux? L'agent causal, pas de lavage, exactement. Faites attention lorsqu'il s'agit d'un dépoussiérant, il s'agit d'un hydrocarbure, lipophile, donc très bien. Ni acide ni basique, oui. Donc, nous avons dit c'est de l'hypochlorite de sodium, donc un sel, oui. Mais aussi selon, s'il vous plaît, on ne va pas rentrer dans le détail de la prise en charge. Il y aura un cours sur la prise en charge des intoxications. On est là pour la classification. Il faut, avant d'avancer dans le programme, il faut qu'on soit certain que vous maîtrisez les différentes classes de toxiques. Alors, eau de Javel, produits chimiques ménagers, très bien, hydrophile, paracétamol organique. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aussi me les classer selon l'usage, selon la nature chimique? Domestique aussi, oui. Chimique, oui, bien évidemment. J'attendais. Oui, il peut être caustique selon le degré chlorhydrique, effectivement. Très bien. Donc, on passe à un autre cas. Un troisième cas. Alors, il s'agit d'un homme de 58 ans qui consulte pour des vomissements et hypersalorés. Là, c'est une réponse cachée. Oui, ceux qui veulent. Très bien, c'est un pesticide. Ça pourrait être un pesticide. Très bien. Donc, qui dit pesticide? Donc, anticholinergique selon le mécanisme d'action. Très bien. Est-ce qu'il s'agit d'une substance organique ou minérale? Très bien. On finit avec le dernier cas. Donc, c'est un adolescent de 15 ans admis à l'hôpital dans un état comateux avec antécédent de toxicomanie. Exactement. Donc, ça peut être médicamenteux. Il y a ceux qui ont dit psychotropes. La drogue, les drogues qui peut consommer. Très bien. Parfait. Donc, ce sont des substances exactement organiques et lipophiles pour la majorité. Très bien. Parfait. Je vois que vous avez bien assimilé le cours. Je suis très satisfaite. Voilà, sur ce, je peux clôturer cette conférence. Je vous remercie pour votre attention et votre implication dans l'interaction voilà, que j'ai eue avec vous. Merci, Dr. Gouga. Dr. Gouga.
Zamoum. Zamoum. Elle a désactivé son... Oui, je suis là. D'accord. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ils sont en train de mettre... Parce que j'ai dit que j'ai fini. Allô? Oui, je vous entends. Voilà. D'accord. Ils demandent quand est-ce qu'on aura d'autres conférences. Vous aurez votre courrier. Est-ce que vous savez que le mois de mai, il n'y a pas un jour, à part les week-ends, où il n'y a pas eu de formation? Non, sérieusement parlant, nous avons fait exprès de réserver le mois de mai pour les formations d'introduction, les formations de base, de connaissances de base. Après, pour la toxicologie, ce sera fait en atelier, en régional, pour tout le monde. Bon, c'est normal que dans un atelier, il n'y aura pas plus de 40 personnes, mais il y aura une continuité. Où vous allez, il y a un programme qui a été ficelé et préparé, et le professeur Zamoum, elle est au courant. Un programme a été ficelé pour vous, où vous aurez de la documentation complète, vous aurez toutes les informations, vous serez très, très interactif. Parce que ce sera des ateliers et vous passerez de l'interrogatoire. Vous ferez toute l'anamnèse et vous ferez la conduite à tenir. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, on vous demandera de récapituler entre les cours qui a été fait le 19 et le cours qui s'est fait, les cours qui ont été faits le 19 et le cours d'aujourd'hui. Essayez d'être là. J'espère que c'est les mêmes personnes qui ont participé la dernière fois et cette fois-ci. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont participé la dernière fois et cette fois-ci? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Ah, super. Non. Alors, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Redouane Hadjij. Hadjij de la société de médecins généralistes ou une autre personne? Oui. C'est intéressant, dites-moi. Est-ce que c'est intéressant d'aborder ce sujet? Est-ce qu'on a bien fait d'aborder ce sujet? Faites-nous part même des inquiétudes du privé, hein. C'est important. Nous, on n'est pas dissociés. Faites-nous part des inquiétudes. Nous prenons connaissance des inquiétudes des praticiens de santé publique, mais ceux du privé, puisque vous êtes là. Donc, on aimerait bien avoir votre... De toute façon, vous avez mes coordonnées. On aimerait bien avoir le retour du privé aussi. Et quelles sont leurs inquiétudes? Qu'est-ce qu'ils veulent traiter? D'accord. Docteur Gougam. Oui. Docteur Gougam, je sais qu'il y a un circuit pour diffuser l'information en passant par les DSP, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et voilà. D'ailleurs, même, bon, j'ai eu des échos comme quoi certains et je vois aussi là sur les commentaires, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait penser à une page qui sera là justement pour divulguer ce genre d'informations, comme une page après de les ateliers. Voilà. Après les ateliers, là ils vous disent protocole et conduite à tenir standardisé. On a dit que ça allait être fait. Après les ateliers, toute la documentation, ça va être à l'issue des ateliers, tout à fait. Après les ateliers, on pourra mettre ça. Nous avons un projet de plateforme. On pourra mettre tout ça et les gens n'auront qu'à s'inscrire sur cette plateforme. Ce n'est pas réellement d'actualité aujourd'hui, mais on est en train de travailler dessus. Dès qu'on arrivera à la partie base de données, là, on enverra au DSP demandant aux gens de s'inscrire pour être inscrit dans le classeur. Et ce sera toutes nos formations, tous les efforts qui ont été faits. Il y aura toutes les formations qui sont enregistrées, on les mettra à votre disposition. Je réinvite les gens du privé
à la fois. D'ailleurs, si on fait un atelier à votre niveau, docteur Hadjij, j'espère que je n'oublierai pas de vous faire signe pour que l'un de vous viendra assister. Hein. Tout comme on l'a fait pour demain et après-demain, on va faire les brûlés à Mostaganem. Les privés sont invités hein, à C'est participer. une très bonne initiative. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas dissocier les deux. Nous ne pouvons plus dissocier les deux. C'est parfait, ouais. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Zamoum. Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est de déjà féliciter les participants. J'ai été très ravie par leur réactivité, par leur implication dans la formation. Ils étaient vraiment preneurs et voilà, ils m'ont incité à donner plus. Je ne m'attendais pas à ce que cette présentation prenne tout ce temps-là, parce que franchement, quand on parle de la classification, que c'est des généralités, voilà, on est censé survoler les différentes classes. Mais grâce à votre réactivité, j'ai pu encore approfondir les choses et voilà, je vous remercie. J'espère avoir l'occasion de vous avoir lors des ateliers. Merci, c'était un plaisir aussi pour nous, docteur Aziza et à très bientôt à vous tous. Vos Merci. suggestions restent les bienvenues. D'accord? Merci à beaucoup. tous. Bonne À journée. l'affaire. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, Au revoir, Zamou. Beaucoup. docteur Gougam. Au revoir. Au plaisir, Inch'Allah. Au revoir. Alors, pour la communication, est-ce que vous la leur donnez ou